Bienvenue à vous tous qui, comme toutes les semaines, êtes si nombreux à nous faire bénéficier de votre présence, de votre attention tout au long de ces éditions d'Afrique Voyage qui se succèdent. Alors, c'est une nouvelle page qui s'ouvre et justement, qui parmi vous n'a jamais rêvé d'effectuer un merveilleux voyage en moto, en voiture, en bicyclette et pourquoi pas à pied avec comme compagnon un merveilleux soleil et surtout ces parfums, ces odeurs qui constituent le charme même de la brousse sahélienne. Eh bien, chers tous, sachez que pour tous ceux qui n'ont jamais eu à faire le premier pas ou alors ceux qui aimeraient renouer avec le passé, le présent et même le futur, je vous amène aujourd'hui au pays des hommes intègres. Je vous amène au Burkina Faso, plus particulièrement chez les Gurumsis de Thiébélé. C'est vrai qu'il y a de cela quelques jours déjà, nous avons reçu une magnifique invitation pour Tangazoko. Nous n'y sommes pas encore, c'est vrai, mais dans quelques instants, nous serons à Thiébélé pour ensemble éplucher cette joie de vivre qui constitue le quotidien même des peuples de Thiébélé. Alors, pour tout le monde, il est temps de s'asseoir confortablement, de serrer les ceintures, c'est vrai, il n'y aura pas d'entrave entre-temps pendant le voyage, mais Afrique Voyage, c'est ici que ça démarre. Burkina Faso, au pays des hommes intègres, bienvenue en Afrique noire, bienvenue chez les Gurumsis, bienvenue chez les Kassena où le séjour, comme je le disais, le séjour d'immersion se déroulera sans entrave, chers tous. Vous l'avez donc compris, c'est tout un grand éventail d'activités, tout un grand éventail de programmes qui nous seront détaillés tout au long de cette émission. Nous parlerons des Kassena, nous parlerons de leurs us et coutumes. Mais en attendant, faisons ensemble cette belle balade. En taxi-brousse, sans se soucier de la chaleur accablante et des grosses mottes de poussière qui s'exhibent devant nous sous le vent, nous prenons la route direction le sud du Burkina Faso, plus précisément à Thiébélé, c'est-à-dire près de la frontière ghanéenne. Bienvenue chez les Kassena. Cette ethnie Gurumsis s'est installée depuis longtemps en territoire burkinabé, juste à quelques kilomètres de la province de Pau, plus précisément à 200 km au sud de Ouagadougou, dans la province du Naouri. Depuis le centre-ville, nous faisons la découverte d'un coin atypique, une véritable mine d'or. L'architecture traditionnelle qui rend Kassena célèbre au Burkina Faso. C'est que cette communauté d'environ 63 000 habitants a mis en place des concessions rectangulaires et rondes en banco avec des toits servant de terrasse également. L'histoire raconte qu'il y eut une longue période de guerre qu'ont connue les Kassena. Aujourd'hui encore, les maisons rondes continuent de garder leur caractère de forteresse. Avant donc de pénétrer à l'intérieur de la cour et des cases principales, il faut d'abord surmonter un mur de 50 cm qui se trouve juste après l'entrée. Dans le temps, ce mur permettait aux guerriers Kassena de couper facilement des têtes des envahisseurs. Ici, les constructions sont faites à partir de terre, d'eau et de boue mélangée, supplée par la brique de terre crue, moulée et séchée au soleil. Mais ce qui est de plus étrange est que ce sont les femmes qui crépissent et décorent les murs de motifs géométriques durant des mois en utilisant des plumes de pintade comme pinceau. Elles représentent ainsi des symboles qui devront porter chance au lieu de préserver les récoltes et maintenir les ancêtres dans les mémoires. Le résultat est épatant. Des peintures vivantes, des fresques qui respirent au même rythme avec la même célérité que son peuple qui l'a créé. Voilà
à quoi ressemble Tiebele. Je vous le disais tantôt, il est important de savoir que le style architectural Kassena s'est développé dans tout l'espace de Kassena, justement, allant jusqu'au nord du Ghana, au sud du Burkina Faso. Mais sachez que ces signes qui se trouvent sur les différents murs portent des significations assez particulières. Depuis la cour royale, justement, de Tiebele, nous avons un magnifique reportage qui nous fait justement cas de ce qu'on est en train de dire là maintenant. Et parlant justement de signes, sachez que il y a une merveilleuse anecdote du serpent boa qui lui est considéré chez les Tiebele comme étant protecteur. Mais les détails, nous les aurons ensemble dans ce reportage. 18 octobre 2012, c'est déjà la saison pluvieuse du côté de Tiebele. Alors que nous amorçons la route de la curiosité en pleine matinée, nous restons pontois devant le mode de vie du peuple Kassena. En réalité, la vie quotidienne ici varie selon les saisons. Actuellement, tout le monde prend machette, râteau et se retrouve dans les champs à buter le mil et le maïs ou à sarceler le riz ou même les arachides. En général, les travaux sont tellement importants dans cette région, si bien que chacun est obligé de ne rentrer chez soi qu'à la tombée de la nuit. Le repas est alors préparé à l'intérieur des cases. Une fois rentré, on discute ensemble, on papote sur les difficultés rencontrées tout au long de la journée, avec ceux qui fréquentent les quelques 20 écoles primaires, collèges et les commerçants. Du côté du centre-ville, l'heure est plutôt aux réjouissances, dans les deux restaurants, à savoir le Malcolm X et le Titanic. De l'autre côté de la rue se trouve le Milou Bar et quelques chapalodromes, entendu ici l'arène par excellence où l'alcool artisanal subit des compétitions dont les gorges de plusieurs habitués qui en ont fait la grâce d'une profession de foi, curieux pour un quotidien épicé. Pour l'instant, notre regard est porté sur les signes qui se trouvent en particulier sur les murs de la cour royale. Quelle est leur histoire ou juste leur signification? Notre guide nous explique alors que la tige de mil, encore appelée ici le kassogo, et qui se trouve juste sur la partie médiane du décor, renvoie à la nourriture, source de vie. Bien évidemment, on trouve ce végétal lié au rituel incantatoire. C'est le premier épi offert par les divinités qui sera semé avant tout autre grain, afin que la bénédiction de Dieu et des ancêtres entraîne une bonne récolte dans le village. Le dit ou serpent boa, quant à lui, figure sur la façade, près de la porte d'entrée de la case, pour jouer en quelque sorte le rôle de protecteur. D'ailleurs, il se raconte ici, à Tiebele, que sel, mil, sumbala ou farine, tirées des graines de néré, sont souvent offerts en guise de sacrifice aux gros serpents qui se promènent parfois dans le village ou dans les cases. Ce sont donc des serpents respectés qui sont par ailleurs inoffensifs, contrairement à ceux qui mangent poules, chats et chiens, qui après avoir été traités de voleurs, connaissent la plus sévère des sentences, à savoir la mort. C'est vrai quand même que ça donne froid dans le dos, une pareille anecdote, n'est-ce pas? Mais en attendant, on continue toujours à parler de la cour royale avec les rites initiatiques qui se déroulent à l'intérieur. Quelle est donc la place du père, le chef, comme on l'appelle ici? Eh bien, sachez que c'est lui qui décide des rites, des pratiques divinatoires du culte animiste qui se déroulent au sein de la chefferie, au sein même de la société. Mais les détails, nous les aurons ensemble dans ce reportage. La cour royale de Tiebele constitue un témoignage exceptionnel des traditions Kassena. Que ce soit l'architecture et les décorations des habitants, l'organisation sociale de la chefferie ou bien encore les croyances et la religion, de multiples aspects de la riche culture de ce peuple
ont traversé le temps et demeurent vivaces. Ici, le père ou le chef est le garant de l'ordre social, c'est lui qui préside toutes les cérémonies coutumières et a le pouvoir de décision, lui permettant de réagir face à des problèmes sérieux tels que les famines, les épidémies et les conflits intervillageois. La cour, c'est ici que le chef pratique les rites religieux traditionnels. Des séances de divination permettant de consulter les ancêtres et divinités du panthéon Kasena ont couramment lieu ici. Dans cette vaste cour royale se cachent également des autels spécifiquement dédiés en l'invisible, ceci en direction de chaque maison mère ou en direction des collines et rivières où résident les divinités sollicitées. Cependant, cette culture animiste à l'intérieur des murs de la cour royale n'empêche pas certains Kasena de se convertir aux nouvelles religions qui sont, entre autres, l'islam et le christianisme, même si quelque part ils demeurent encore très attachés aux pratiques rituelles et traditionnelles qui donnent naissance à un syncrétisme religieux. Chez les Gurumsis, de façon générale, le masque, sachez-le, occupe une place des plus privilégiées tant dans les rites initiatiques que dans la pratique des diverses manifestations. Ils renseignent, entre autres, leurs couleurs renseignent, entre autres, sur le devenir même ou alors sur le message à passer au sein de la société. Quels sont donc ces messages, quelles sont donc ces couleurs qui renseignent sur le devenir de la société? Eh bien, découvrons-le ensemble dans cet autre reportage. Le pays Gurumsi englobe plusieurs groupes dont les Kasena, les Nankena, les Nunuma, les Lele, les Sisala et les Ko. Ces groupes sont essentiellement connus pour leurs masques zoomorphes avec des formes géométriques peintes en noir, blond et rouge. Le noir ou Nazonu ici représente l'ombre, l'obscurité de la nuit et semble signifier la mort, le mal, la transgression sociale et les forces occultes. Le blanc ou Nampo est la couleur positive qui représente la lumière et la couleur des dieux. Le rouge ou Nansu est la plus importante des couleurs en ce sens qu'elle signifie à la fois le soleil, le feu et le sang. C'est la couleur de la force et de la vie. En réalité, les masques Gurumsi représentent l'esprit de la brousse, notamment les masques buffles qui sont portés par des jeunes gens initiés pour chasser du village les esprits malfaisants. Ce sont alors des masques portés durant des funérailles, les rites de fertilité et les jours de marché. D'autres par contre sont utilisés pendant des rites divinatoires, comme les masques oiseaux tels le Kalao. Nous restons toujours à Tiebele, mais cette fois-ci pour aller découvrir une belle attraction. Nous allons découvrir un site touristique. Il s'appelle le Parc National Kaboré-Tambi qui nous ouvre ses portes ce jour. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est l'histoire qui se trouve justement derrière ce parc qui porte le nom d'un garde forestier qui a été malheureusement lâchement assassiné par un braconnier. C'est quand même dommage, ça il faut le dire, mais c'est ainsi l'Afrique. Le parc Kaboré-Tambi, c'est maintenant dans ce reportage avec plus de détails.
L'Organisation nationale du tourisme affirme que le tourisme durable et solidaire doit s'appuyer sur l'écologie, l'économique, l'éthique et se transformer en activité bénéfique dans le long terme pour les communautés qui reçoivent les touristes. Pour nous, la finalité de cette action touristique est surtout de nous pousser à mieux comprendre l'histoire des diversités qui présentent d'importants enjeux de développement locaux en pays grossissent. Dans le respect de sa culture et son environnement physique et humain, les petites bourgades ici ne dévoilent pas d'intérêt particulier, si ce n'est comme étant point de départ pour des excursions. Après avoir traversé plusieurs kilomètres, nous faisons un brusque arrêt au parc national Kaboré-Tambi, qui est l'un des 2 parcs nationaux du Burkina Faso qui possède un très beau paysage. Situé à 115 km au sud de Ouagadougou, le parc s'étend sur une superficie de 155 500 hectares. Sa création remonte surtout en 1936, mais sa classification officielle en tant que parc national date de 1986. Anciennement parc national Pau, les autorités l'ont récemment baptisé parc Kaboré-Tambi en l'hommage d'un agent des eaux et forêts lâchement assassiné en 1981 par un braconnier. Un mémorial a d'ailleurs été érigé dans ce parc qui fut longtemps réputé pour ses grands troupeaux d'éléphants. Aujourd'hui donc, le parc Kaboré-Tambi, très braconné, ne possède plus guère de gros mammifères. Malheureusement, la mauvaise exploitation des ressources naturelles aggrave la précarité et menace le parc qui représente une réserve naturelle importante au cœur de l'Afrique occidentale. Et si rien n'est fait d'ici là, tant du côté des populations que du côté de l'État pour améliorer la qualité de vie dans ce parc, nous ne craignons que le souffle ne lui soit arraché dans le tout prochain jour. Triste tout de même quand on voit comment sont gérées nos ressources naturelles, n'est-ce pas? Mais c'est comme je le disais tantôt, c'est aussi ça l'Afrique. À présent, parlons d'économie, parlons justement de la production du beurre de karité qui constitue une valeur sûre tant dans le Burkina Faso en général et également dans le portefeuille de la femme de Thiébélé. Comment donc se passe la production du beurre de karité ou alors quelle valeur ajoutée, quelle plus-value le beurre de karité apporte au sein du village de la ville de Thiébélé? Nous le saurons tout de suite en regardant ce reportage. La production du beurre se transmet de mère à fille. C'est une activité ancestrale et réservée uniquement aux femmes et aux filles. Nous, on le met dans nos plats, le couscous, le thon, le riz, le haricot. Mais je sais qu'en Europe, il est seulement pour le cosmétique et la chocolaterie. Dans les villages, les femmes n'ont que le karité comme activité vraiment principale où elles peuvent vendre et puis dire que voilà, l'argent que j'ai eu de la vente du karité,
c'est vraiment pour moi. Donc, comment faire pour le développer? Comment faire pour s'épanouir, s'auto-suffire, s'auto-développer, être économiquement indépendante? Parce que ici, si tu n'as pas un minimum d'économie, mais tu n'as pas de voix. C'est des femmes sans voix, les femmes, surtout les productrices de qualité. Parce qu'on dit que c'est la classe pauvre qui fait le qualité, mais actuellement, on commence à nous entendre, à nous prendre en compte dans les villages, dans les décisions, et on compte avec nous maintenant. Voilà, il faut quand même dire que tout au long de notre voyage au cœur de Thiébélé, nous avons tout de même eu la chance de participer au processus de fabrication du beurre de karité. Et justement, en image, voici le processus tel que décrit. En premier, donc, le processus demande d'abord de cueillir des fruits qui sont déjà mûrs entre juillet et août, ôter la chair pour ne garder que les noix qui seront tirées et nettoyées. Ensuite, on procède à un séchage des noix étalé durant plusieurs jours au soleil. Enfin, afin d'extraire la menthe qui contient l'huile, on concasse les noix dans un mortier à l'aide d'un pilon. On torréfie la poudre pendant plusieurs heures. Ensuite, la poudre est encore pilée en pâte qu'on affine au moulin artisanal à l'aide d'une pierre et de la force de ses bras. Une fois la pâte affinée, on procède au barattage, toujours à la main. Cette opération consiste donc à séparer l'huile du taureau qu'on purifie en la mettant au feu. Dernière étape, c'est celle-là qui consiste à recueillir l'huile que l'on peut purifier une seconde fois au besoin. Et ainsi, on attend que la pâte se solidifie. Voilà, j'espère que vous aussi à la maison, vous pourrez, pourquoi pas, participer à ce processus de fabrication du beurre de karité. À présent, il est important de savoir ce qu'on mange tout de même du côté de Thiébélé. Hein? Et le plat chef ici, c'est le tau, que dans plusieurs cultures, on appelle le couscous de maïs ou alors le couscous de mil. Mais on l'associe ici avec une pâte, une sauce gluante, d'aucuns l'appellent le gombo, mais ici, à Thiébélé, c'est tout autre chose. Ensemble, découvrons donc ce plat, le tau. Voilà. Un repas incontournable au Burkina Faso, c'est le nto. Cette boule de mil ou de maïs servie dans une sauce le plus souvent au gombo. Sa viscosité fait de ce plat culinaire un réel délice pour tous les habitants en zone rurale et urbaine au Burkina Faso. Habituellement, c'est dans un grand plat commun qu'il est servi et chacun peut ainsi se servir à la main. Côté préparation, le nto pour cette personne a besoin d'1 kg de farine de mil ou de maïs ou encore des deux qui seront délayés dans 750 ml d'eau bouillante. À l'aide d'une cuillère en bois, la pâte est pétrie et moulée à la main en forme de petites galettes allongées qui seront servies chaudes avec une sauce de gombo qui, elle, se fera à son tour accompagnée d'un vin artisanal.
D'autres recettes qui font également la fierté des palais ici, ce sont les sam-sam ou beignets de haricots blancs, le riz gras au poulet qui s'accompagne normalement de sauce et de viande lorsque possible. Une recette savoureuse et simple qui vous met déjà l'eau à la bouche. Alors bon appétit! Pause déjeuner à présent ou pause déjeuner musical avec un virtuose de la musique, un virtuose du métissage des musiques mandingues, latines et autres. Il s'appelle Victor Démé. Nous ne l'avons pas rencontré, mais nous avons proposé un magnifique portrait pour l'artiste. Si vous arrivez du côté du Burkina Faso et que vous commandiez une belle brochette de notes bluesy, folk et mandingue, le service se fera appeler Music by Victor Démé, un patriarche déjà de l'art de combiner l'histoire de son peuple à la musique contextuelle. Son histoire ressemble plus à une capture d'images volée depuis les contes de fées qui ont bercé plus d'une damoiselle durant sa tendre enfance. Depuis Bobo, Victor Démé peut enfin déjà rédiger le roman de sa vie qui portera pour titre L'incroyable destin de Démé, fils de la lignée de couturiers de Maka chez les Mandingues. C'est en réalité à la quarantaine passée que celui qui voit le jour en 1962 commence à goûter à la gloire après avoir enchaîné une trentaine d'années d'errance musicale. À 46 ans donc, Démé enregistre en langue dioula, homonyme, le disque qui est une mosaïque singulière de mélodies folk, bluesy, de petites romances mandingues et d'influences latines. Le public qui l'accueille alors se laisse attendrir par sa voix écorchée vive qui caresse les peines qu'endure la femme burkinabé et d'Afrique en général. C'est d'ailleurs ce qu'il explique dans cet extrait. Je chante beaucoup pour les femmes parce qu'en Afrique, chez nous, les femmes sont maltraitées. Elles n'ont pas droit à la parole. Chez moi, au Burkina, maintenant, il y a un rond-point pour les femmes qu'on appelle place de la femme. Je crois que ça commence à venir. Sinon, avant, il n'y avait pas ça du tout. Les femmes étaient comme des animaux parce qu'on pouvait marier 4 femmes, 5 femmes. Tout ça, c'était pour les amener au champ. Et ce n'était pas pour l'amour naturel. C'était pour avoir des gens qui vont travailler dans les champs. Et les femmes étaient faites pour ça. Et tout ça me fait mal. Voilà pourquoi je chante beaucoup pour les femmes. Mais il faut également dire que Victor Démé semble puiser son inspiration dans son propre vécu. En réalité,
la vie ne lui a toujours pas souri puisqu'il perd son épouse en 2005. Il est donc contraint d'élever lui-même 3 de ses 6 filles dans une cour commune et ce, sans eau ni électricité, dans le faubourg de Bobo Dioulasso, la seconde ville du Burkina Faso. Le déclic musical arrive lorsqu'au bout de ses 30 ans, dans l'ombre, un certain Camille Louvel, le régisseur de Ouaga Jungle, un bar associatif de Ouagadougou, touché par ses compositions qu'il expose en écumant des bars, lui demande de les enregistrer au studio Seydoni de Ouaga, le seul qui soit d'ailleurs professionnel. Après une longue attente, l'album naît sous le label Chapa Blues Records. Victor, l'ancien couturier, et aussi fils de la griotte Aminata Démé, voit ainsi le jour dans la sphère musicale en enchaînant un deuxième opus. Alors, bienvenue chez nous.
logona Yama yama di alai Ame bilon Jesini lone Jesini lone Jesini lone Victor Démé qui chante, John Maya qui chante pour la condition de la femme en langue dioula. C'est vrai que ça donne du peps et ça donne surtout envie de se procurer, pourquoi pas, ce CD, hein, chers tous. Alors, quels sont les divers programmes qui s'ouvrent à nous au cours de ces jours? Quels sont les différents programmes culturels qui nous sont proposés? Eh bien, c'est tout de suite que nous le saurons dans le rencard. Alors, du côté de Kinshasa s'ouvre l'exposition Governart du 3 au 4 novembre pour permettre aux artistes de la République démocratique de s'exprimer ou d'exprimer leur talent au service de la gouvernance de leur pays. C'est un concours organisé par le programme d'appui à la gouvernance de l'Union européenne. Les œuvres lauréates seront ainsi primées et installées dans les nouveaux bâtiments publics de Kinshasa. Et puis, sachez que depuis le 12 octobre jusqu'au 11 novembre, le monde entier participe à une magnifique installation d'art plastique baptisée Métamorphise de Faten Safielding, qui explore du côté de la galerie Nadar à Casablanca les ombres et les reflets. Elle fragmente ainsi des paysages, des objets, des architectures, décompose ces photographies extraites des textures lumineuses et des peintures de ces dessins. Faten inventorie ainsi ces substances en qualité de lumière qu'elle projette sur le corps des voiles, autant de surfaces et de supports qui révèlent sa vision. Mais pour l'instant, nous restons au Burkina Faso. Nous restons au Burkina Faso pour parler de la 13e édition du Salon international de l'artisanat qui se déroule à Ouagadougou jusqu'au 4 novembre 2012. Ce forum culturel promeut donc les acteurs de ces secteurs d'activité, à savoir la maroquinerie, les antiquaires, la bijouterie, entre autres, et lance une réflexion sur les freins de développement de l'artisanat sur le continent. Et pour finir, faisons un stand innovation au festival Yaoundé tout court qui se tient encore jusqu'au 3 novembre. L'ERIFIC ou rencontre internationale des films courts achève ainsi leur 8e édition avec encore plus d'innovation. Voilà ce qui est donc pour la partie rencap, voilà ce qui est pour les différents programmes qui nous sont proposés tout au long de ces jours. Justement, la semaine dernière, nous avons reçu plein de messages. Certains n'ont pas été lus. Cette semaine également, nous en avons reçu d'autres. Malheureusement, le temps nous tient à la gorge et nous ne pourrons pas les lire aujourd'hui, mais nous le ferons, promis, nous le ferons la prochaine fois. Continuez donc toujours à nous envoyer vos suggestions, vos messages, vos messages d'encouragement à la boîte qui s'affiche tout juste là, fifircm@yahoo.fr. En attendant, je remercie toute l'équipe de production qui a participé à cette nouvelle édition d'Afrique Voyage. Et à vous, je vous dis, prenez soin de vous et au revoir.